Salut à tous, très heureux de vous retrouver sur la chaîne Tropical Play pour une présentation de l'univers d'Ayan. Cette vidéo a pour vocation de vous permettre de vous immerger le plus possible dans l'univers inédit et exclusif d'Ayan dans lequel nous jouerons notre future campagne. Elle sera découpée en plusieurs phases. Premièrement, nous allons vous présenter un petit peu l'histoire de ce monde merveilleux depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, je prendrai le temps de vous expliquer un petit peu tout ce qui habite ce monde, tout ce qui fait de ce monde quelque chose d'incroyable, de magique, que ce soit les peuples qui l'habitent, la magie qui y réside, mais aussi la monnaie, les langues, les armes, la façon dont on peut devenir un grand aventurier, toutes ces choses qui vous permettront aussi voilà, de vous faire une petite idée de ce qu'est Ayan avant que nous commencions la campagne. Alors je vous invite dès à présent à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est juste en dessous. Ça ne coûte rien, un petit clic, c'est totalement gratuit et ça nous permet voilà, de faire grandir la chaîne. N'hésitez pas également à partager, à liker, à commenter la vidéo, partager autour de vous, hein. Ça nous aidera à faire grandir la chaîne et à partager à plus de monde possible cette superbe aventure que nous allons vivre ensemble. Mettez-vous à l'aise et installez-vous confortablement. C'est parti pour cette présentation de l'univers d'Ayan. L'histoire d'Ayan. Aux origines, ce monde n'était qu'un océan sans fin, nommé Arashi. De ses eaux jaillit le dragon primordial, le premier et le plus puissant de tous, Ryusei. Alors qu'il choisit de modeler le monde selon ses aspirations, il prit conscience de l'ampleur de la tâche. Ryusei donna donc naissance à 7 fils. Akumaryu et Kuryu, Raikoryu et Kazeryu, Mizuryu, Tsushiryu et Kaenryu. Chacun de ces 7 fils reçut une parcelle de l'immense pouvoir de son père. Ryusei s'allia à ses enfants pour peupler le monde qu'ils créaient ensemble. 3 espèces d'êtres virent ainsi le jour. Les Kitsu, petits humanoïdes à l'allure de renard, agiles et espiègles. Les Kuroshiro, de fiers humanoïdes pandas, puissants et charismatiques. Les Kameshiru, de robustes humanoïdes tortues, discrets et sages. Ces peuples vécurent en harmonie, sous l'œil protecteur des grands dragons durant des siècles. La magie et les avancées technologiques ne tardèrent pas à apparaître, faisant de cette civilisation un modèle de grandeur tout en simplicité. Mais tout allait basculer. Akumaryu et Kuryu, insatisfaits de leur situation et de voir ces peuples s'émanciper, mirent au point un plan sinistre. Une éclipse totale, plongeant le monde dans une nuit interminable. Le continent était en proie au chaos. Les habitants d'Ayan implorèrent les grands dragons de leur venir en aide, mais le pire était encore à venir. Raikoryu trahit ses frères à son tour, rejoint les 2 dissidents et invoqua la foudre originelle, Saidai. Un éclair d'une puissance inimaginable qui ravagea le continent et fractura la barrière entre les mondes. Une grande partie de la population fut anéantie et les mondes voisins se percutèrent, causant des dommages irréversibles. Une guerre dévastatrice de plusieurs années débuta, afin de mettre fin à la tyrannie des 3 frères dragons renégats. Mais la nature est toujours équilibrée, et en réponse à cette catastrophe, de nombreux peuples issus des mondes voisins dévastés s'échouèrent sur Ayan pour y trouver refuge. C'est ainsi que les hommes, elfes, nains, alphelins, gnomes et autres sans-dragons enrichirent la culture et les coutumes de ce monde en proie à la guerre. Cette guerre durant, et la menace des 3 traîtres grandissant, les 4 dragons restants investirent un humain ordinaire du titre et des pouvoirs du premier shogun. Cet homme, nommé Mikoto Ono, devint un leader respecté et l'unificateur du continent. Sous sa bannière et avec l'aide des dragons, ses armées poussèrent les 3 dragons malfaisants dans leurs ultimes retranchements. Nul ne connaît l'issue de cet affrontement, mais une chose est sûre, les ennemis étaient vaincus, avaient disparu, et le calme revint sur un continent dévasté.
L'heure était à la reconstruction. Tous ces peuples, unis sous la protection du shogun et de son nouvel empire, rebâtirent les villes et villages détruits par la guerre. Les dragons se retirèrent pour un repos que l'on dit éternel. En hommage à ces 4 frères qui se sont battus à leur côté, les habitants d'Ayan construirent 4 temples grandioses, chacun au sommet d'une colline. Cela fait maintenant 3540 ans que Saïdaï a eu lieu. Ayan est un monde riche de secrets et d'une magie enfouie qu'il vous tarde de découvrir. Bien, j'espère que cette petite présentation de l'histoire de ce monde merveilleux qu'est Ayan vous aura plu. Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet et détailler un petit peu tout ce qui fait d'Ayan aujourd'hui un monde extraordinaire et le lieu de notre future campagne. Commençons par un petit peu de géographie. Voici le monde d'Ayan tel que nous le connaissons aujourd'hui. Un continent très vaste. Il faut se dire que pour se rendre de Kaihime, ici, jusqu'à Yugakiri, au nord du continent, il faut compter plusieurs semaines de voyage. Nous y reviendrons plus tard, il existe des différents modes de transport permettant de se déplacer, mais intéressons-nous un petit peu à tout ce qui fait de ce continent quelque chose d'assez unique et une diversité de paysages et de climats assez énorme. Justement, intéressons-nous un petit peu aux différents climats que l'on peut trouver sur Ayan. Comme je disais, Ayan est un continent très vaste, mais aussi très éclectique. Et ces climats le sont tout autant. On peut notamment parler de petites particularités. Inoyama, ici, est une île très aride, très volcanique. Quasiment personne ne s'y rend jamais. Elle est stérile et inhabitée. Yureito, quant à elle, est une île assez vaste, maudite. Il y a encore des constructions, mais même chose, elle est inhabitée, elle est vide. Ces terres sont désolées et l'on dit que des spectres rôdent ici. Donc le climat sur Inoyama, plutôt chaud forcément, dû à la présence du volcan, mais très sec, très aride. Yureito, quant à elle, est une île balayée par les vents, elle aussi très sèche, très aride, mais il peut y faire assez froid la nuit. Au niveau du continent tout entier, forcément, sa partie nord est très froide, notamment la chaîne de montagnes entourant Yugakiri, cité dont on reparlera tout à l'heure. Les plaines venteuses de Kasehara, elles aussi très froides, où souffle un vent continuel et très puissant. Le désert rocailleux, plein de pics, de rochers affûtés comme des rasoirs de Kiriwa Kaigan, lui aussi est assez froid, aride, très très inhospitalier. On retrouve un peu plus au sud de grandes plaines, certaines plus plates, certaines avec des petites collines. Le climat se fait toujours assez froid, mais légèrement plus continental, et sont des régions assez inhospitalières, mais quand même habitées. Et au fur et à mesure que l'on descend vers le sud, on va retrouver des climats un petit peu plus tempérés, notamment autour de Tamaori et au sud, avec ici une plaine très très propre à la culture, un climat très, très paisible et vraiment favorable à l'agriculture. Chaîne de montagne, forcément le climat qui va avec, mais il reste tempéré. Et ensuite on a 2 massifs forestiers, celui d'Isuitake, plutôt une forêt de bambou très très représentative de ce que l'on peut trouver au niveau asiatique. On dit que cette forêt est magique, elle est très peu habitée, il s'y passe des choses assez étranges. On a aussi la forêt de Seiju Mori, ici, qui est vraiment une forêt d'arbres géants, où on trouvait refuge le peuple elfe qui y habite principalement. Quand on descend un petit peu plus au sud, on a des climats vraiment très agréables, ce que l'on peut connaître chez nous en France. Ce sont des plaines ici très verdoyantes où l'on trouve les 4 collines où sont bâtis les 4 temples dont nous parlions tout à l'heure dans l'histoire d'Ayan. Ces temples qui ont été érigés en la mémoire des 4 frères dragons.
Une petite forêt très agréable, la petite forêt de Moricenen, vraiment très agréable et très hospitalière. On a ici le massif montagneux de Kibasan, donc ça reste un climat tempéré chaud, avec des montagnes où le vent souffle assez sèche, dans laquelle on pourra trouver la cité de Dowatani, la cité éthanienne de ce continent. Et plus on descend vers le sud, plus on va avoir un climat chaud, aride, à l'exception de Shinen Numa qui est un marécage, mais sinon on a des plaines ici assez venteuses, très vallonnées, où l'on élève les chevaux notamment, avec le grand village tribal de Torena, dresseur de chevaux. Climat assez chaud, pas non plus désagréable, mais plus on se rapproche du sud et plus le climat est vraiment chaud. Et notamment dans ce marécage, il fait une humidité, une chaleur très très agaçante, hein. On a ici la plaine de Sensokoki, pareil très sèche, presque désertique. Et ensuite ici on retrouve donc la côte sud, avec un climat plutôt méditerranéen, dirons-nous. J'ai oublié de vous parler du désert de Kanbatsu, à l'est, très très sec, assez aride, légèrement chaud la nuit, pardon, chaud le jour, froid la nuit justement, euh, et à l'ouest, décidément. À l'ouest, nous avons donc Samui Suna, qui est séparé du continent par une passe montagneuse ici. Un désert, alors quant à lui, même chose, chaud le jour, froid la nuit, très très inhospitalier, balayé par des vents et même des tornades très régulières. C'est le seul passage pour se rendre à Gekobashi, une presqu'île reliée au continent par un pont. Indépendante, on en parlera tout à l'heure quand on parlera de la politique, hein, du continent. Mais un climat, un microclimat vraiment très idéal. On peut dire un climat idéal, vraiment très 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 agréable ici. Voilà un petit peu pour la géographie d'Ayan. Passons maintenant à la situation politique qui anime ce continent aujourd'hui. Ayan a vécu, on va dire, 3500 ans de reconstruction, de repeuplement depuis Saïdaï, et donc sa situation politique a évolué pour arriver à ce que l'on connaît aujourd'hui. L'Empire, dont la capitale est Kaime, ici, sous les ordres du shogun, régit la grande majorité du continent. De Torena jusqu'à Yugakiri au nord, Namioka au nord-est, Tamaori, la plaque tournante, au centre du continent. Dowatani, la cité éthanienne qui est amicale envers l'Empire mais indépendante. Gekobashi, on l'a dit, indépendante aussi. On y reviendra juste après. L'Empire a quand même plutôt la main mise sur ce continent. À l'exception de plusieurs choses, notamment de la petite ville ici, au sud-ouest, de Kuroyamijo. Kuroyamijo, c'est une ville rebelle, pourra-t-on dire, qui a fait sécession et qui ne souhaite qu'une chose, c'est renverser l'Empire, malgré le fait qu'elle ne possède pas forcément les moyens d'y parvenir. En tout cas, elle est opposée à la politique de l'Empire et est le siège d'une organisation criminelle connue sous le nom d'Aube écarlate. Je reviendrai peut-être plus tard. En tout cas, en dehors de cela et de la péninsule de Gekobashi, on peut dire que l'Empire a la main mise sur la quasi-totalité du continent. Kanbatsu est un désert où vivent des tribus, pareil, plutôt neutres envers l'Empire, donc l'Empire n'a pas une grande influence ici. Sinon, sur le reste, c'est plutôt à dominante impériale. Oyamijo, on en a parlé. Gekobashi, cela fait depuis quasiment 3000 ans qu'ils sont indépendants, mais il n'y a pas d'animosité envers l'Empire. Ils ont juste choisi de se développer de leur côté, selon leurs principes, et ont, à ce que l'on dit, puisque les visiteurs sont assez rares, hein, du fait de son isolement, une avance technologique et magique assez importante. Ils ont fait sécession il y a très longtemps, alors que le shogun avait un frère qui s'estimait digne de régner, qui, face à l'inflexibilité des traditions, a choisi de s'exiler, fondé sur cette péninsule en construisant cet immense pont, a fondé cette communauté de Gekobashi qui est devenue maintenant une cité-État très florissante et où l'on règne de père en fils depuis ces âges-là. En dehors de cela, on va parler peut-être, bon, Tamaori.
qui est la principale place marchande hein, de l'Empire, vraiment plaque tournante au vu de sa situation géographique, qui relie un petit peu les différentes villes principales de l'Empire. Kaimé, la capitale, on l'a dit. Et donc, dans chacune des grandes villes, on retrouvera un daimyo, qui est l'équivalent du seigneur local, qui est plutôt très fidèle à l'empereur et qui, même s'il a une certaine indépendance sur la gestion de sa cité, quand même des comptes à rendre au shogun lui-même. Ensuite, on a les petits villages comme Tamagawa, ici, petit village au bord d'un lac, qui aura son importance, vous le verrez plus tard. Ces petits villages, eux, sont régis par des jito, ce que l'on peut assimiler au chef du village. Parlons un petit peu des autres villes principales du continent, et notamment Yugakiri, ici au nord, une ville très froide, d'hommes forts, d'hommes rudes, ville militaire. C'est là où est entraînée l'armée impériale qui ensuite est disséminée à travers l'Empire, mais c'est ici qu'on forme les meilleurs soldats, où la vie est très dure, mais où les caractères aussi sont forgés. Namioka, la deuxième ville du continent en termes de population, une ville plutôt tournée vers la mer, au climat breton va-t-on dire, battue par la pluie et les vents assez régulièrement, bâtie à flanc de falaise, une ville assez importante politiquement, qui bâtit la principale flotte, l'armada maritime de l'Empire, et avec un daimyo assez puissant à sa tête. Voilà un petit peu pour ce qui est des villes principales d'Ayan. Un petit mot rapide justement sur les différentes ethnies et espèces qui peuplent ce continent. Les trois races originelles, dira-t-on, que sont les Kitsu, les Kuroshiro et les Kameshiro, vivent toujours en Ayan et forment vraiment le socle hein, de cette population, malgré les guerres, malgré les pertes qu'il y a eu. Ils sont un peu la mémoire et les origines de ce continent. D'ailleurs, ils parlent une langue qui leur est propre, même si on tend maintenant à parler un peu le commun de manière générale. Néanmoins, ils ont gardé cette culture et cette langue qui s'appelle le Kokuo, qui est surtout maintenant écrite, hein, que l'on retrouve vraiment principalement écrite sur des choses plutôt anciennes, etc. Mais à l'oral, on emploie quand même vraiment régulièrement le commun. On a ensuite du coup toutes ces nouvelles espèces hein, qui ont échoué sur Ayan après Saïdaï et qui se sont intégrées et maintenant vivent sur ce continent. Il y a les humains qui sont très très répandus et sont presque majoritaires hein, sur le continent. Les elfes, on en a parlé, les elfes on en trouve un petit peu partout, qui ont aussi du coup engendré des demi-elfes hein, évidemment. Mais les elfes qui vivent majoritairement à Seijumori, pas forcément en tant que force politique constituée, puisque en 3000 ans d'histoire, malgré leur immortalité, ils n'ont pas réussi toujours à s'entendre et forment quelques petits villages forestiers et tribus au sein de cette forêt d'arbres géants qu'est Seiju Mori. Les alphelins, les gnomes, on en trouve un petit peu partout, principalement dans les cités, hein, se sont très très bien adaptés, eux, en tant que petits êtres ouais, très malléables, et on les retrouve un petit peu partout. Les orques et les demi-orques, eux, se sont plutôt excentrés dans les terres plutôt désolées, les terres arides, voire même dans le nord. Et on en trouve principalement à Kanbatsu, quelques-uns aussi à Torena, qui sont devenus dresseurs de chevaux notamment, des nomades. Euh, voilà, la vie rude, on peut les trouver dans ces endroits-là. Les Sandragons, eux, ont vraiment une place particulière au sein d'Ayan, puisqu'ils sont très peu nombreux, mais au vu de leur ascendance, on leur prête du coup forcément des ancêtres draconiques, et forcément à Ayan, au vu des croyances, des religions et de ce qui s'est passé, on les a en très haute estime, et il n'est pas rare justement de retrouver des Sandragons à des postes politiques ou hiérarchiques importants, souvent riches, très très respectés. Voilà un petit peu pour les Sandragons, c'est assez particulier à cet univers-là, et forcément c'est dû à leur ascendance. Les nains, on en a parlé, donc on en trouve un petit peu partout aussi dans le continent, certains qui ne veulent pas forcément de cette vie de reclus dans leur cité-état, mais ils ont investi donc ce massif de Kanbatsu et ont construit de Watani, leur cité-état, amicale envers l'Empire on le disait, mais indépendante, et ils ont creusé un réseau de souterrains à travers toute cette chaîne de montagnes qui part
depuis la surface et l'entrée de leur cité qui est bâtie à moitié à l'extérieur, à moitié à l'intérieur de la montagne. Et donc ils sont en grande majorité à cet endroit-là et ils sont dirigés par un roi et sa femme, la reine des nains. On trouve aussi quelques tieflings sur Ayan, mais ils sont très minoritaires. On va revenir aussi donc sur ces trois peuples originels qui ont conservé leurs habitudes, même si on en trouve eux aussi également un peu partout sur le continent. Les Kitsu ont tendance à bien aimer vivre alors soit en forêt, soit dans le nord, dans les contrées enneigées, parce qu'ils ont, il y a on va dire une branche de cette race qui a vraiment acquis de par l'évolution une fourrure très épaisse, blanche, qui va très bien justement avec ces climats nordiques. Les Kuroshiro, eux, forment parfois des petites communautés, des petits villages, sont des maîtres artisans la plupart du temps, et sinon on en retrouve globalement dans toutes les villes également. Et enfin les Kameshiru, alors on en retrouve un peu partout même s'ils sont assez solitaires en général, ou alors ils forment des communautés très à l'écart et aiment bien soit les climats légèrement marécageux, les rivières, les lacs, ou alors les climats, voilà, les zones un peu montagneuses, les collines, etc. et aiment bien vivre un peu en retrait de la société. Penchons-nous maintenant sur une spécificité de l'univers d'Ayan qui s'appelle l'héritage Shoga. Alors évidemment, Saidai est un événement déchirant, fondateur, majeur de l'histoire du continent, et il a laissé évidemment quelques traces. L'héritage Shoga en est une. C'est une sorte de magie intérieure que possède chaque être né sur Ayan depuis Saidai. C'est une sorte de magie rémanente, résiliente des anciens dragons, et notamment des 4 frères élémentaires qui ont protégé et aidé les peuples à se défaire de leurs frères renégats. Peu importe si l'individu est doué de pouvoirs magiques ou non, il possède cet héritage en lui sous la forme d'une magie protectrice liée à l'un des 4 éléments que vous voyez à l'écran, l'eau, l'air, la terre ou le feu. Cette magie vient protéger cette personne une fois dans sa vie si jamais le besoin s'en fait sentir. C'est quelque chose qu'on ne peut contrôler, qu'on ne peut apprendre à maîtriser, mais qui est là, présent, et que les dragons, selon la légende, ont voulu instaurer justement pour pouvoir protéger les futurs habitants du continent, notamment se protéger les uns contre les autres. La particularité de l'héritage Shoga, et vous le voyez, en fait, c'est une forme de cycle, puisque dans une fratrie, le frère ou la sœur suivant aura toujours l'élément suivant dans le cycle pour pouvoir contrer son frère s'il venait, ou sa sœur s'il venait à avoir une volonté malfaisante. C'est un peu une forme de protection de clé qui est laissée par les anciens dragons, justement pour éviter de répéter l'histoire et qu'un frère ou une sœur puisse se dresser face à un renégat, un traître, ce genre de choses. En tout cas, c'est une magie innée et interne à la personne qui peut, une fois dans sa vie, lui sauver la vie si jamais il se retrouve en danger, mais surtout qui permet d'éviter à l'histoire de se réécrire à nouveau. Intéressons-nous maintenant à un volet, une chose très importante dans l'univers d'Ayan, à savoir la religion. C'est vraiment un socle fondateur et très important dans cet univers qui est même lié à la magie également des terres, des lieux. Il existe 2 types de religions sur Ayan qui sont liées forcément à son histoire et à sa diversité d'espèces. La première est Doragon Koe, la voie des dragons. Elle est principalement pratiquée justement par les races originelles puisqu'ils ont connu les dragons avant Saidai et avant la fin de la guerre. Et c'est une foi assez personnelle qui est pratiquée généralement devant des petits hôtels, des petits lieux très personnels ou même chez soi. Les seuls vrais lieux de culte qui existent pour cette religion sont les 4 temples qui ont été fondés en l'honneur des 4 dragons élémentaires, à savoir Kuki-Tera, le temple dédié à Kazeryu, le dragon élémentaire du vent, I-Tera, le temple voué à Kaenryu, le dragon élémentaire du feu, Mizu-Tera, le temple voué
à Mizuryu, le dragon élémentaire de l'eau, et enfin Shikyu Terra, le temple voué à Tsushiryu, le dragon élémentaire de la terre. Chacun de ces temples est habité par une caste de moines ayant prêté allégeance à l'esprit de ce dragon. Ces moines sont appelés les Doraku, et chaque temple possède une communauté de Doraku qui sont dirigés par un Sheishiku, grand maître moine, que l'on dit habité par la volonté du dragon concerné. Des pèlerinages ont lieu régulièrement pour visiter ces temples sacrés. Le deuxième type de religion répandue à travers Heian concerne ce qu'on appelle les Dobukyo, les esprits de la nature. Elle est pratiquée principalement par les nouveaux peuples, en tout cas les peuples arrivés après Saidai, sur Heian. Même si, encore une fois, les peuples originels peuvent également croire en ces esprits de la nature, c'est dans leur coutume également, mais ces peuples récemment échoués sur cette terre inconnue ont dû se raccrocher à des choses, puisque leurs anciens dieux étaient disparus, et donc ils ont commencé à croire que la magie qui était imprégnée dans ce continent donnait naissance à des esprits de la nature, ces Dobukyo, et je vais vous présenter un petit peu ceux qui réunissent encore des adeptes aujourd'hui. En premier lieu, parlons de Saru no O, le dieu roi singe. On dit qu'il habite en haut du plus grand arbre de Seiju Mori. Il préside aux animaux et aux bêtes sauvages, et il est vénéré par la plupart des guerriers qui cherchent à avoir sa vaillance et son courage. Vient ensuite Taberu Wamu, le grand dévoreur. Sa légende est née au sein du peuple nain, alors que, justement, des nains commençaient à disparaître, au fin fond des tunnels, sous la montagne. L'on dit que c'est le protecteur du monde souterrain, mais aussi son défenseur, et il est craint autant qu'il est vénéré. C'est un grand ver mangeur de pierres qui veille à l'équilibre des choses. Il y a également Tsukizagi, le lapin lunaire. La plupart des guérisseurs lui vouent un culte et semblent penser qu'ils tirent leur pouvoir de son aura, de sa brillance. La légende raconte qu'il vient en aide aux malheureux qui sont perdus la nuit et leur apporte chaleur et réconfort. Laissez-moi vous présenter également Hansha, l'ultime reflet. On dit que lorsque l'on décède, il nous montre notre reflet et vient nous juger. Il fait le point sur nos bonnes et nos mauvaises actions que nous avons faites dans notre vie et il décide du repos qui nous sera accordé et de la potentielle réincarnation de notre âme. Enfin, parlons de Nomijikan, l'hirondelle. Elle préside et elle veille à l'équilibre et au respect du temps qui passe. C'est l'un des Dobukyo les plus respectés en Heian, puisque le temps qui passe est immuable et il faut s'y référer. Chacun doit y faire face. Il existe notamment un ordre militaire religieux lié à cette divinité. Cet ordre mystérieux s'appelle les Tsunadokei, littéralement les sabliers. Il semble n'y avoir aucune hiérarchie dans cet ordre, chacun étant l'égal de l'autre, même si tout le monde pense qu'il y a forcément quelqu'un qui se dirige quelque part, mais cela reste un mystère. Ils sont craints puisque leur jugement est irrévocable et ils traquent l'ensemble des personnes exerçant un pouvoir magique sur le temps et qui viendraient à l'altérer. Un petit point sur la monnaie qui a cours en Heian, puisque depuis que les peuples différents sont arrivés, il a fallu trouver un système monétaire universel, entre guillemets, qui puisse avoir cours dans tout l'Empire en tout cas. Et rien de très original puisque des métaux précieux ont été choisis pour frapper cette monnaie. On retrouve donc dans l'ordre des valeurs la griffe d'argent que vous voyez ici au milieu de l'écran, qui est une pièce ronde faite en argent, hein, comme son nom l'indique, avec une patte griffue de dragon gravée dessus. C'est la valeur de base que l'on trouve en Heian. Et il faut 10 griffes d'argent, également appelées pièces d'argent, pour valoir un dragon d'or. Ce dragon d'or, aussi appelé pièce d'or, est la plus haute valeur de monnaie en Heian. Donc elle vaut 10 griffes d'argent. C'est une pièce carrée, ou sous forme de losange, comme vous préférez, suivant l'angle dans lequel on la tient. Faite en or, évidemment, et qui a cours partout dans l'Empire et même en dehors. Enfin, petite spécificité d'Heian, on trouve ce qu'on appelle des Kinparu. Les Kinparu, ce sont
des coffres perles, des perles magiques qui sont délivrées par la guilde des argentiers. La guilde des argentiers tient également les différentes banques que l'on peut trouver en Ayan et régit vraiment les échanges financiers. Une Kinparu a une valeur monétaire. On peut avoir une Kinparu de 200 dragons d'or par exemple. On se rend à la guilde des argentiers avec notre somme qui peut être fastidieuse ou encombrante à transporter. Justement, la Kinparu se prête très bien au voyage. Et donc, on va donner ces 200 dragons d'or à la banque, donc à la guilde des argentiers, qui va inscrire un sortilège dans une perle magique, cette Kinparu, qui va ensuite vous être remise. Cette perle de la taille d'une grosse bille, facilement transportable, très discrète, et évite de se faire voler son argent, ou alors même de le transporter plus facilement d'un point A à un point B. Et quand on arrive à destination et qu'on veut récupérer, on peut même très bien faire des transactions via des Kinparu sous la transparence et en tout cas la présence d'un membre de la guilde des argentiers, les grands argentiers. Mais on peut également, en arrivant dans une autre ville, à l'autre bout du continent, aller à la guilde des argentiers locale et se faire échanger de nouveau sa Kinparu contre la somme en monnaie sonnante et trébuchante. Voilà un petit peu comment se passent les échanges monétaires en Ayan. Et on va maintenant se pencher sur la façon de voyager sur ce continent. Comme dans tous les univers médiévaux fantastiques, on peut se déplacer à pied, en monture, différents types de montures qui existent dans l'univers d'Ayan. Mais on va s'attarder ici sur les moyens originaux que possède cet univers pour vous permettre de vous déplacer rapidement, puisque on a pu le voir dans la partie géographie, le continent est quand même assez vaste. Dans un premier temps, il faut vous dire qu'au fil des siècles, la guilde des voyageurs, la Tabi Gerudo, a vraiment pris de l'ampleur au fur et à mesure et se trouve maintenant dans toutes les villes et villages quasiment. Cette guilde permet de louer des montures, diverses et variées, mais ce qui attire vraiment l'attention, c'est ce que vous voyez à l'écran. Et oui, vous ne rêvez pas, on peut louer les services d'une tortue géante. Ces Kyojikame, comme on les appelle, sont extrêmement réputées et extrêmement pratiques. En effet, elles permettent de se déplacer sur des longues distances. On peut poser des structures diverses et variées sur leur dos, que ce soit pour voyager très confortablement, mais aussi pour transporter des cargaisons précieuses de manière sécuritaire. Alors oui, elles ne sont pas extrêmement rapides, mais leur grande taille leur donne quand même une vitesse suffisante et dans un confort plutôt appréciable. Ces Kyojikame sont très utilisés et sont affrétables à tous les points où la Tabi Gerudo est présente. On peut se déplacer comme ça d'un bout à l'autre de l'Empire en transportant une cargaison, qu'elle soit lourde, précieuse ou non. Enfin, la Tabi Gerudo, donc la guilde des voyageurs, permet également aux plus fortunés de se déplacer via des cercles de téléportation magique. C'est extrêmement rare, c'est extrêmement protégé et c'est donc extrêmement cher, réservé aux situations d'urgence ou aux personnes ayant la capacité financière de se l'offrir. De cette façon, on peut voyager de manière extrêmement rapide d'un bout à l'autre du continent si on en a les moyens. Pour terminer, parlons un petit peu des armes et armures spécifiques et que l'on trouve sur le continent d'Ayan. L'univers d'Ayan étant inspiré de l'Asie médiévale, on trouve forcément tout type d'armes de cette époque. Notamment le katana, qui est un type d'épée longue spécifique à Ayan, la naginata, qui est aussi un type de lance à lame recourbée que l'on trouve et que l'on utilise régulièrement. Cela va aussi du kunai, petite arme de lancer, petit couteau de lancer, au shuriken, cette étoile de jet très utilisée et très discrète. Évidemment, de tout cela découlent diverses traditions militaires qui ont cours à Ayan. Et on peut aussi s'attarder un petit peu sur les armures. Même si tous les types d'armures sont présents sur Ayan, on notera quand même un gros recours à l'armure de cuir bouilli qui a été vraiment perfectionnée sous forme de petites plaques et qui a cours et qui est vraiment très répandue sur le continent. Et voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo consacrée à la découverte de l'univers d'Ayan. Nous espérons que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à nous le montrer en posant un petit like et surtout, je le répète, à vous abonner à la chaîne. C'est très important, ça nous soutient énormément, ça ne vous coûte rien, c'est gratuit, c'est un petit clic.
N'hésitez pas surtout en commentaire à nous dire ce qui vous aura plu, ce qui vous aura moins plu. Si vous avez des questions, des interrogations, et si jamais il y a besoin de faire une vidéo complémentaire, bien sûr on le fera avec plaisir. J'en profite pour vous annoncer le thème de la prochaine vidéo qui sortira sur la chaîne. Ce sera la présentation technique en termes de jeu, des nouvelles races et des nouvelles sous-classes, des archétypes de classes qui ont été créés pour justement cette campagne et l'univers d'Ayan. Je vous dis donc à très bientôt sur la chaîne de Tropical Play. Passez une bonne soirée. Ciao, ciao.